Eh bien, on reste dans la musique, vais-je dire, et c'est Guillaume Marionneau, organiste titulaire de la cathédrale de Luçon et également membre émérite de la commission diocésaine d'art sacré du diocèse de Luçon. C'est à toi, tu as donc 20 minutes. Merci, Monsieur le Président, cher Thomas. Patrimoine des orgues de Vendée, eh bien, c'est un patrimoine important aussi, important en nombre et en qualité. Alors, je ne pourrai pas tout vous présenter, je vais vous bombarder d'images, mais voilà. L'essentiel, c'est que, bien sûr, vous puissiez acquérir les actes du colloque, et comme ça, vous aurez tout. Alors, en introduction, je dirais que, bon, en Europe, puisque l'orgue est un instrument vraiment de culture européenne, proprement européenne, les lieux de culte catholiques et protestants abritent essentiellement 3 types d'instruments à clavier, les orgues, à proprement dit, instruments à vent et à clavier qui sont présents dans les églises depuis un millénaire, les harmoniums, dont la production s'étend à peu près sur un siècle à partir des années 1850, et enfin des instruments électroniques qui simulent le son des orgues, qui apparaissent dans les années 1930, puis évoluent avec les nouvelles technologies. Dans le cadre des États généraux, je limite volontairement la présentation aux orgues, qui sont des pièces uniques pour la plupart, contrairement aux harmoniums et aux instruments électroniques qui sont produits en série. Les facteurs d'orgue, suivant les époques et les régions, ont conçu un instrument protéiforme, adapté à l'architecture et l'acoustique de chaque édifice. Instrument, comme je l'ai déjà dit, vraiment lié à la culture européenne, et j'ai envie de dire producteur de culture européenne, ornement sonore de la liturgie, ornement visuel des églises, instrument du culte, instrument de culture, soliste, concertant ou accompagnateur. L'orgue peut se révéler de bien des manières à l'auditeur, aux visiteurs, aux touristes, aux paroissiens, aux musiciens. Alors, quelques chiffres vont vous donner un premier aperçu de notre patrimoine. Ici, nous avons le nombre d'acquisitions d'orgues en Vendée par décennie. Il nous révèle 2 périodes où on a eu plus de 10 instruments installés, donc sur une décennie, entre 1875 et 1895, et un siècle plus tard, entre 1975 et 2005. Au total, aujourd'hui, notre département regroupe 76 orgues, répartis donc dans nos clochers, églises et chapelles, soit un orgue pour 9000 habitants, et donc environ un quart des lieux de culte sont pourvus d'un orgue. Les 3 quarts sont donc pourvus d'instruments électroniques. Par rapport au département limitrophe, nous avons un patrimoine en quantité qui est vraiment important. Le deuxième graphique nous permet d'apprécier l'importance des orgues acquis par décennie en additionnant le nombre de jeux de chaque instrument. Un jeu d'orgue, c'est une série de tuyaux, donc une 60aine de tuyaux, et un orgue, bien sûr, de 10 jeux va avoir à peu près 600 tuyaux. Un orgue de 100 jeux va en avoir 6000. Ce n'est pas la même chose. Alors nous constatons qu'en importance, il y a vraiment une période qui est, on peut dire, vraiment un apogée dans l'histoire de l'orgue en Vendée. C'est la période 1975 à 2005. Les acquisitions d'orgues y sont les plus nombreuses et les instruments sont vraiment beaucoup plus importants que dans les périodes précédentes. Je parlerai très peu des orgues avant 1850, puisque c'est un patrimoine qui a entièrement disparu. Nous n'en avons que des mentions dans les archives. Alors, nous en avons quand même donc 2 mentions pendant la période médiévale, à Luçon en 1305, et un siècle plus tard, à Tiffauges, dans la chapelle du seigneur de Tiffauges, Gilles de Rais, qui possède plusieurs paires d'orgues, dont une paire d'orgues transportable, portative, qui lui permet de montrer toute sa puissance par la musique. Pendant la période moderne, j'ai relevé 5 ou 6 instruments dans les archives, à Luçon, encore une fois, au XVIe siècle, à Fontenay-le-Comte également. Au XVIIe siècle, nous avons des orgues à Bouin, des orgues très réputés. Qu'attendez-vous, cher Thomas, pour retrouver le lustre organistique de Bouin? Voilà. Des orgues dont on sait qu'ils sont installés depuis 1640 et qui seront, comme tous les orgues de l'Ancien Régime, détruits ou en tout cas fortement détériorés lors de la période révolutionnaire.
Des orgues également à la Flosselière, ou à l'église du couvent des Carmes, 1658. Vous voyez ici une représentation du plafond de la chapelle des Ursulines à Luçon, qui date de la fin du XVIIe. On y voit un orgue représenté. Nous avons des orgues également au XVIIIe siècle, à Luçon, à la cathédrale, un nouvel orgue en 1710, à Saint-Jean-de-Mont, à Soulan, à Chaland. Alors vous le constaterez, le Marais breton paraît plutôt riche en orgues au XVIIIe siècle, on constate qu'il y a des apports de facteurs d'orgue qui sont réputés, les organistes sont rémunérés, les instruments sont entretenus. Mais il faudrait vraiment opérer des recherches plus approfondies pour mieux connaître ce patrimoine disparu. Pendant la Révolution, l'activité des facteurs d'orgue en France se trouve limitée à de petits travaux. Beaucoup de facteurs d'orgue sont décédés après la Révolution. Dans ces conditions, la transmission des savoir-faire se révèle plus que lacunaire et les travaux qui auront cours en France et en Vendée jusqu'en 1850 s'en ressentiront fortement. C'est une période où la qualité des instruments a fortement laissé à désirer. Alors, il y a une évolution parallèlement dans l'usage des orgues, avec la naissance d'une nouvelle manière de faire sonner les orgues, c'est d'accompagner les chants à l'église. Ça, c'est tout à fait nouveau dans les années 1830-40. Jusque-là, depuis le Moyen-Âge, les orgues étaient faites pour sonner en soliste et en alternance avec les chantres. Une deuxième évolution, c'est dans la facture d'orgue. On recherche des orgues aux sonorités plus graves, des sonorités plus expressives, et on recherche des nouveaux sons. En Vendée, jusqu'en 1850, je n'ai relevé que 5 ou 6 orgues, 6 constructions d'orgues ou reconstructions. Fontenay-le-Comte, Luçon, Montaigu, La Roche-sur-Yon. Voilà, tous ces instruments donc ont disparu à cause de leur qualité de facture moyenne, voire médiocre, ainsi que leur conception ancienne qui les ont rendus assez rapidement obsolètes aux yeux des organistes. Il faut donc attendre le Second Empire pour que se développe à nouveau le patrimoine organistique vendéen. Au cours de cette période, le diocèse commence à se couvrir d'églises néo-gothiques, souvent, après les églises néoclassiques. L'accompagnement à l'orgue du plein chant et des autres chants à l'église devient la règle, et bientôt tous les curés souhaitent, pour leur paroisse, acquérir un instrument propre à accompagner les chants. Le problème, c'est qu'un orgue coûte très cher. Un orgue, ça coûte le prix d'une maison. Donc on peut avoir un petit orgue à 100 000 euros, encore je ne sais pas si on peut avoir une maison à 100 000 euros, et jusqu'à 1 million d'euros pour un très grand orgue. Donc on va essayer de trouver des solutions. On va acheter des petits instruments, la plupart du temps, d'un seul clavier, neuf ou d'occasion. On va faire construire par des artisans locaux également de petits instruments, comme à Mouilleron-en-Paré, avec un instrument construit par l'abbé Carteau, qui était vicaire, en 1869. C'est un instrument qui a été restauré il y a 30 ans maintenant, et qui est dans un état de fonctionnement remarquable, et qui sonne absolument de façon magnifique, dans une acoustique d'église grandiose. Et également à Cheilly-les-Marais, un orgue construit par un certain abbé Pierre Renaud, curé de Vouillers-les-Marais à l'époque. Là, on est en 1875. On voit ici une représentation du même instrument qui était placé derrière le maître-autel. Ça, c'est une situation typique pour les orgues à partir du moment où ils ont commencé à accompagner les chants, puisqu'ils se rapprochent des chantres. À un prix encore moindre, un curé peut choisir d'acheter un harmonium. À partir de 1850, la très forte diffusion de ces instruments de facture industrielle modifie la sonorité des musiques qui sont liées au culte catholique, puisque l'harmonium n'est pas un orgue à tuyau. L'harmonium est un instrument à hanche libre dont la sonorité s'apparente à celle de l'accordéon. Et donc, pendant un siècle, ces sonorités vont envahir les églises de Vendée et d'Europe. Si la plupart des orgues d'accompagnement ont fait par la suite l'objet de reconstruction ou d'agrandissement, qui visaient à les moderniser, 3 d'entre eux dans notre département constituent de beaux témoins, plutôt bien conservés. Donc Cheilly-les-Marais, que vous avez vu, Mouilleron-en-Paré, et ce petit instrument qui se trouve actuellement au centre spirituel de Cheilly-les-Marais, et qui se trouvait à l'origine dans l'église Notre-Dame de Port-Joinville, à l'Île-Dieu. C'est un instrument remarquable qui date de 1872,
qui a été installé à Chailly-les-Marais par des bénévoles passionnés, dont je salue Jean-Michel. Cet instrument a été construit par Jean-Baptiste Leloget, facteur d'orgue à Nantes, et il témoigne, c'est un des rares témoins, je pense qu'il en reste 2 en France, de ce facteur d'orgue. C'est une facture provinciale, faite à l'ancienne, mais c'est vraiment des instruments très attachants par leur sonorité. Voilà un instrument à conserver absolument dans notre patrimoine, pièce unique. Le début du Second Empire voit par ailleurs l'installation de 2 orgues beaucoup plus importants, qui sont des orgues de manufacture parisienne, les 2 grandes manufactures parisiennes de l'époque, la maison du Croquet, avec ici en 1853 l'orgue de la chapelle de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc vous constatez le buffet néogothique, hein, ça va être bien sûr le style prédominant à partir du Second Empire. Alors s'agissant de l'orgue complet le plus ancien de Vendée, qui plus est installé dans l'écrin exceptionnel de la chapelle de la Sagesse, on en a parlé tout à l'heure, cet instrument mériterait d'une part un inventaire détaillé de sa tuyauterie, qui n'a jamais été fait, et mériterait probablement une mesure de protection administrative. Un deuxième instrument important, donc, construit par la manufacture parisienne Cavaillé-Coll, c'est l'orgue de la cathédrale de Luçon, 1857, encore un buffet gothique, dessiné par l'architecte diocésain Émile Boisvillewald, et réalisé par le sculpteur parisien Adolphe Victor Geoffroy de Chaume. Nous avons là des sculptures d'anges musiciens qui sont absolument remarquables. Les parties instrumentales sont dues donc à Aristide Cavaillé-Coll, la manufacture d'orgue la plus importante de l'époque. D'une facture très soignée, voire luxueuse, cet instrument enrichit considérablement le patrimoine vendéen, qui se voit doté d'un grand orgue romantique, pourvu des dernières innovations de facture d'orgue. Pour notre plus grand bonheur, la restauration qui a été effectuée en 1968 a préservé de manière remarquable le matériel de Cavaillé-Coll, ce qui était, on peut dire, une première en France pour la restauration d'un orgue du XIXe siècle. Et donc aujourd'hui, nous avons quasiment l'intégralité du matériel de Cavaillé-Coll et donc des sonorités. Quelques années après ces 2 réalisations de facteurs parisiens, nous avons un instrument, alors c'était les claviers, pardon, je passe un peu vite, les claviers de Luçon. Les ivoires sont un peu jaunis. À Mortagne-sur-Sèvre et à Tiffauges, des réalisations des frères Damien. Alors là, dans une facture d'orgue qui n'est pas du tout parisienne, c'est-à-dire c'est une facture d'orgue beaucoup plus artisanale et plus qui fait penser un petit peu aux orgues d'Ancien Régime par certains côtés. Alors Mortagne-sur-Sèvre, alors qui a été totalement reconstruit, et Tiffauges, installé en 1871 par les frères Damien. C'est un orgue dont on a essayé au début des années 2010 de retrouver la disposition d'origine. C'est un orgue qui sonne très bien. Et là aussi, un instrument qui mériterait, à mon avis, un classement avec l'ensemble de l'Église. On a des ensembles de cloches remarquables, des harmoniums qui sont remarquables dans l'Église également, un mobilier, etc. Tout ça de la même époque. La période suivante s'ouvre avec l'essor d'une manufacture d'orgue régionale, puisque nantaise, l'essor de la manufacture d'orgue Louis de Bière à Nantes. La pratique du chant liturgique évolue énormément à cette époque, avec la présence de plus en plus importante de chorales qui, en se féminisant, prennent souvent place désormais sur une tribune, parfois aménagée en gradin, comme à Tiffauges par exemple. Ces chorales vont propager une manière de chanter qui s'oppose à celle des chantres. Les voix sont fondues, on évite les effets dans les voix, il y a une plus grande variété de répertoire, de la polyphonie, etc. Tout ça, ça va changer l'utilisation des orgues. Et pendant cette période, donc, Louis de Bière invente un système qui permet d'obtenir plusieurs sons avec un seul tuyau d'orgue, et donc de faire des économies de place et économies dans les coûts de production. Ces instruments, on appelle ça les orgues portatifs, à tuyaux polyphones. En voici un exemple. Il en construira énormément pour la France et même pour le monde entier. En Vendée, il subsiste actuellement 12 orgues portatifs qui sont souvent en excellent état de conservation et qui se trouvent dans des églises plutôt de petites paroisses, Saint-Philbert-du-Pont-Charraud, Torigny, Bois-de-Séné, Le Boupère, Saint-Michel-Mont-Mercure, Apremont, etc. Parallèlement à ces orgues, la Vendée continue de s'enrichir d'instruments. Ici, la rabatelière, encore un orgue des frères Damien, qui était facteur d'orgue dans l'Eure,
C'est leur 3e orgue en Vendée. Beau buffet plat de style italien, peint en blanc et or, ce qui est assez rare à cette époque, où on préfère en général, quand les buffets sont en sapin, on préfère les peindre en faux chêne, si je puis le dire, ou alors quand ils sont en chêne, on peut les cirer. Ici, on voit qu'il est surmonté d'un tympan orné d'angelots, probablement récupéré d'un ancien retable. À La Roche-sur-Yon, installation d'un petit orgue Cavaillé-Coll, qui se trouve toujours en bon état de conservation. Toujours à La Roche-sur-Yon, un orgue qui ensuite a été transféré à Saint-Vincent-Sterlange et qui, en fait, possède dans sa tuyauterie des éléments tout à fait anciens, très anciens. Sur cette période, on a encore d'autres instruments qui sont des instruments d'occasion, voilà, installés par la facture de Louis de Bière. Ici, un orgue dont le buffet fait penser plus à l'Ancien Régime que, bien sûr, au néo-gothique. Saint-Georges de Montaigu. Petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Voilà une réalisation de Louis de Bière remarquable. On voit un peu le chemin de croix dont il a été question ce matin. L'orgue est lui aussi de style néo-gothique, en harmonie avec la chapelle. C'est un orgue en très bon état de conservation et qui est, lui, inscrit, je crois, parmi les monuments historiques. Et du même facteur, l'orgue de chœur de la cathédrale de Luçon. Voilà. À partir des années 1900, il va y avoir une décroissance dans les installations d'orgue, bien sûr, suite à la séparation, les lois de séparation des églises et de l'État. Donc cette période est peu propice, bien évidemment, aux projets d'acquisition. Alors on notera voilà, la Châtaigneraie, encore un orgue gothique, la chapelle du pensionnat Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, construit par le successeur de Louis de Bière, Gloton de Bière, les Sables d'Olonne, Saint-Pierre, un orgue absolument remarquable, qui va faire l'objet d'une restauration. Alors, pardon, je vous conseille bien sûr de prendre ce dépliant et d'y répondre favorablement. Au Sables d'Olonne, le curé de la paroisse a vraiment eu l'audace de se lancer dans cette restauration d'un instrument qui est paroissial. La restauration va coûter très cher, mais c'est un instrument absolument unique en Vendée. Et le buffet a été dessiné par l'architecte Maurice Durand, l'architecte de l'église. Il reprend d'ailleurs tout à fait les lignes de la façade de l'édifice et avec une décoration teintée un peu d'art déco. C'est une pièce absolument unique en Vendée et qui sonne très très bien dans une acoustique vraiment gigantesque. Voilà, l'orgue de Notre-Dame de Bonport des Sables d'Olonne qui a été reconstruit en 1940. À Saint-Jean-de-Mont, la maison Gloton de Bière construit un instrument avec des lignes tout à fait nouvelles, puisqu'ici, le buffet de l'orgue, le meuble, n'a absolument pas de décoration. Le seul élément visuellement intéressant, c'est l'agencement des tuyaux en façade. Ce buffet a été également réalisé par l'architecte de l'église, Gabriel Brun. Malheureusement, l'orgue a été liquidé en 2010. Donc on a perdu ici un patrimoine vraiment exceptionnel. Et au total, les orgues des années 1900 à 1950 en Vendée sont malheureusement pas très bien préservés, effectivement. On en a perdu beaucoup. Et il ne nous reste plus que l'orgue de Saint-Pierre des Sables d'Olonne pour avoir un instrument qui nous donne une idée un peu des instruments de cette époque. C'est vraiment dommage, surtout pour une période aussi récente. À partir des années 50, il va y avoir encore des évolutions avec les instruments électroniques qui vont remplacer peu à peu les harmoniums, voire dans certains cas les orgues à tuyaux. Un exemple, la paroisse du Sacré-Cœur de La Roche, qui disposait de cet orgue, va investir en 1972 dans un instrument électrostatique, harmoniphone espagnol de 3 claviers, etc. Alors la diffusion très importante des orgues électroniques, des instruments électroniques dans les paroisses, évidemment, elle va se faire parce que les coûts d'achat sont bien moindres que ceux d'un orgue à tuyaux. Ça va marquer l'ambiance sonore des églises. L'instrument électronique qui va diffuser, qui va transmettre un son d'orgue simulé, amplifié, standardisé, banalisé, qui sera rapidement obsolète et stérile. Il ne suscitera quasiment aucune création musicale, contrairement aux orgues à tuyaux. Vous aurez compris que je n'aime pas trop ces instruments, mais voilà. Ici, on a des réalisations maintenant un peu plus proches de nous, avec ces instruments des années 1960, à Notre-Dame, à La Roche-sur-Yon. Là, c'est une évocation de la restauration de l'orgue de Luçon dans les années 60.
Et surtout, nous arrivons en 1960, à la fin des années 70, nous arrivons à une révolution en Vendée, puisque plusieurs années après la restauration du Grand Orgue de Luçon, la vie de l'orgue connaît un dynamisme remarquable, qui est porté par les structures diocésaines, des acteurs locaux, paroissiaux, associations d'amis de l'orgue, une association vendéenne d'amis de l'orgue, et surtout deux personnages très importants. L'abbé Abel Gabory, organiste de la cathédrale de Luçon, qui sera un véritable fer de lance et un soutien de tous les projets de construction d'orgue en Vendée et de restauration, et aussi Jacques de Villiers, président de la commission des affaires culturelles du département et conseiller régional. Alors là, je vais vous faire défiler rapidement. À la Bruffière, c'est voilà, le premier orgue de cette grande génération, voilà, de ce redéploiement des orgues en Vendée. Chavagne-en-Paillé. Alors vous allez remarquer que les buffets d'orgue évoluent énormément. Ici, on a un style un peu nordique. Voilà. On reconstitue un meuble néo-gothique à Roche-Servière, Saint-Louis de la Roche-sur-Yon, le Poiré-sur-Vie, qui est une acquisition d'un orgue d'occasion, le Beaulieu-sous-la-Roche, le Fenouillet. Alors là, vous remarquerez qu'il y a le retour de l'ornement dans les buffets. Et là, ce sont des orgues italiens, Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Roche-sur-Yon, Bretignolles-sur-Mer, les Essarts, Saint-Hermine, la Bruffière, voilà, il y a les Lucs-sur-Boulogne, Mareuil-sur-Lay. Voilà, j'avance encore un peu, Croix-de-Vie, Moilleron-le-Captif, voilà. La Roche-sur-Yon a un buffet absolument remarquable, avec des moulures, avec des corniches et des proportions qui ont été calculées qui utilisent le nombre d'or. Buffet dessiné, je crois, par l'architecte de Boissière à l'époque, en 89. L'Île-Dieu, dont la décoration nous montre des éléments locaux. Voilà, je vais terminer très rapidement. Le Fenouillet, Roche-Servière à nouveau, oui, bon, voilà, etc. Je m'arrête ici, sur Olonne-sur-Mer. Petite conclusion, si Thomas me le permet. Faut-il encore conserver et créer des orgues dans les églises ? C'est une question un peu brutale, mais c'est aussi pour faire réfléchir. Alors, la conservation et la création des orgues sont quand même évidemment très liées au devenir des édifices qui les abritent, mais aussi à l'émotion, à l'intérêt que l'écoute d'un tel instrument peut susciter chez nos contemporains, et également à la transmission des facteurs d'orgue et de l'art de jouer de l'orgue. On constate depuis un certain nombre d'années deux tendances qui conduisent à une relative marginalisation de l'orgue à tuyaux en France, de l'orgue. D'une part, d'un côté, des organistes professionnels pointent un isolement de l'orgue par rapport à la vie culturelle et musicale, un isolement qui serait précisément lié au fait que l'orgue reste en France très lié aux églises, à l'Église, institution qui est perçue comme déclinante. Et d'autre part, au sein de l'Église, l'orgue, les occasions d'entendre les instruments à tuyaux sonner dans le cadre du culte se raréfient ou se résument bien souvent à l'accompagnement du chant. Ce qui fait qu'on n'entend pas tout à fait les orgues être exploités à leur maximum de possibilités. Alors, si ces éléments paraissent un peu négatifs, la situation, en tout cas en Vendée, est beaucoup plus contrastée. Une partie des orgues en Vendée connaît une revitalisation par le concert, les visites, les productions de disques. Plus de 50 concerts sont organisés tous les étés en Vendée. Plus de 2000 auditeurs assistent aux concerts d'orgue à la cathédrale de Luçon. Des concerts sont organisés à Vouvant, Croix-de-Vie, Olonne-sur-Mer, qui rassemblent des publics de plus en plus nombreux, ce qui est un phénomène très récent. Par leur diversité et leur histoire, nos 76 orgues représentent donc un héritage dont nous avons probablement beaucoup encore à apprendre. Les conserver et les faire sonner aura toujours du sens chez ceux qui considèrent l'orgue comme un cadeau pour les églises, en révélant leur espace sonore, un cadeau pour les chrétiens, en ornant leurs chants et leurs rites, et enfin un cadeau pour les musiciens, en les inspirant par le son singulier du vent. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Guillaume.